Bonsoir. Au nom de toute l'équipe de l'IGA, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir autour d'un nouveau numéro de nos cafés débats intitulé Le management du sport au Maroc. Comme vous le savez très bien, l'IGA a pris pour coutume d'organiser un certain nombre de conférences, séminaires et cafés débats permettant ainsi à nos chers IGAistes de compter aussi sur une forte base à ordre culturel, social, politique, économique, mais aussi sportif. Comme vous avez bien compris, nous formons à l'IGA des managers et des ingénieurs citoyens, ouverts à leur environnement et ayant une très bonne culture générale. C'est dans cet esprit que nous organisons le café débat de ce soir avec une thématique riche et d'actualité qui est le management de sport et plus précisément le management de sport au Maroc. Selon les deux chercheurs en économie de sport, Daniel Bellou et Eric Barbet, le management de sport est l'ensemble des pratiques visant à conduire, diriger, structurer et développer des organisations sportives de toute nature. On dit toujours que le sport doit être associé à la performance, mais pour produire de la performance, il faut cerner ce concept. La performance est le produit de rendement physique, technique et tactique. La façon de se mouvoir de sportif provoque les émotions chez le spectateur. Ces émotions sont exploitées à travers le marketing de sport. Au final, nous obtenons un cycle entre le rendement physique de l'individu, les réactions émotionnelles et les modèles économiques. Si l'ensemble de cette chaîne est suffisamment cohérente, elle peut produire de la performance. Pour avoir un éclaircissement dans ce domaine, nous avons l'honneur de compter sur notre cher invité de ce soir, qui est à la tête d'un club de foot compté parmi les clubs modèles à suivre pour sa bonne et excellente gouvernance et management sportif. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Hamza Hajwi, président du club de foot, de football de FUS, Fath Union Sportive de Rabat, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Football et directeur de pôle ressources humaines et support au sein de CDG Développement. Je tiens à vous rappeler que ce café débat est diffusé en direct sur notre page officielle Facebook de l'IGA. Ceci dit, je vous invite, chères auditrices, auditeurs, à noter toutes vos questions afin de les poser dans notre rubrique de commentaires qui s'affiche dans votre écran. Je serai ravi de transmettre par la suite quelques questions à notre cher invité. Au nom de toute l'équipe IGA, je vous remercie infiniment, Monsieur Hajwi, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir honorés par votre participation, même durant ces conditions particulières de confinement. Monsieur Hajwi, c'est un honneur d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Elle date de petit moment, je pense. On a eu un contact il y a un peu plus d'un mois, je pense. On a un petit peu discuté sur la possibilité, effectivement, d'avoir cette conférence via la visio, de parler un petit peu du sport, du management sportif. Je le fais avec grand plaisir, je le fais avec beaucoup d'émotion et d'envie de pouvoir partager, comme d'habitude, partager notre expérience du FUS, mon expérience personnelle. Ça fait qu'une dizaine d'années que je suis dans le domaine sportif, donc ça peut être des choses assez intéressantes
pour les étudiants de l'IGA et pour les gens qui suivent. Et puis, ça permet également d'enrichir à travers, d'enrichir mes connaissances et mon expérience à travers les échanges qui peuvent, et puis qui peuvent être pendant cette visio. Et puis également, pour être sincère avec vous, c'est une première pour moi. Il y a une conférence en visio. Bon, j'en ai fait beaucoup de conférences, mais celle-ci en visio, c'est une première. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas des masses, écoutez, moi, je m'excuserai. En tout cas, c'est la première. Voilà. Exactement, oui. Et durant cette période de confinement, donc, on essaie donc de s'adapter, de pratiquer des nouvelles outils. Voilà, donc avant de parler d'une manière spécifique, Monsieur Réjoui, de votre expérience au sein de FUS et au sein de la FRMF, donc puisque nos étudiants donc n'ont pas vraiment une connaissance solide sur le management sportif, on aimerait bien avoir une explication plus ou moins plus globale par rapport au domaine du management sportif. Donc la formation de management sportif est devenue parmi les formations actuellement de luxe. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce vocable, Monsieur Réjoui? Alors, premièrement, quand on parle de management sportif, bon, il y a un management, c'est sportif. Mais évidemment, ça relève du management d'une entreprise ou une création d'une valeur ajoutée, d'un point de vue, d'un sens plutôt économique et d'un sens plutôt macroéconomique. Alors, ça relève essentiellement ce qu'on appelle l'économie du sport. Alors, l'économie du sport étudie l'incidence du sport, amateur et ou professionnel, sur l'ensemble de l'économie. L'économie du sport a longtemps été considérée comme étant c'est du loisir, c'est oisif, c'est improductif, c'est une activité improductive. Avec le temps, depuis maintenant à peu près un peu plus de 2 siècles, on commence à se considérer, dès l'avènement des Jeux Olympiques, on a considéré qu'il y a quand même une réalité économique et sociale par rapport à cette économie du sport. Alors, le sport a forcément un impact sur l'économie et l'emploi. C'est-à-dire, quand on parle de sport, on parle d'infrastructures, on parle de bâtiments, on parle de travaux publics, on parle de médias, on parle d'industrie. De plus, la pratique du sport en tant que loisir entraîne la consommation, disons, de vêtements, d'articles du sport, de services commerciaux ou non, d'enseignes, de formation, d'animation. Donc, en gros, la pratique du sport est un élément qui peut donner lieu à une création de valeur. Alors, de plus, ce qui a été constaté, on va dire, très récemment, les 10 dernières années, mais qu'on a vu qu'au fil du temps, ça s'est construit. Alors, le sport est un secteur économique, et je viendrai à votre question tout à l'heure par rapport au management sportif. Je suis en train juste, disons, d'avancer dans mon raisonnement pour pouvoir y répondre. Donc, le sport est un secteur économique à part entière. Aujourd'hui, selon un certain nombre de calculs, il représenterait à peu près entre 2 et 2,3% du PIB des pays développés. Le chiffre d'affaires du sport avoisine les 100 milliards de dollars. Vous faites un calcul tout simple pour les économistes. Il s'agit de l'équivalent du revenu national, du PIB, de 130 pays. Les droits télé dont on parle aujourd'hui très souvent, et puis encore plus aujourd'hui, avec ces hypothèses d'arrêt des championnats européens et pour quelles raisons effectivement on les redémarre pour des raisons, est-ce que seulement de spectacle ou seulement économique, c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, ces droits télé avoisineraient le milliard de dollars. Le milliard de dollars, c'est quand même important. 600 milliards de dollars est le chiffre que représentent les dépenses liées au matériel sportif. Donc, en gros, l'économie du sport a trait à 3 domaines. Le premier domaine, c'est le marketing sportif, c'est tout ce qui est événementiel et sponsoring. Le second domaine, et ça représente à peu près 20% à 25% du marché. Les produits liés au sport, donc tout ce qui est équipement, accessoires, etc., représenteraient à peu près entre 25 et 30% du marché. Et puis, tenez-vous bien, l'organisation, la gouvernance du sport
c'est-à-dire tout ce qui est lié aux fédérations, aux ligues, aux acteurs publics, représenterait 50% du marché. On parle de 50% des 100 milliards de dollars. Donc la gouvernance, je répète, l'organisation et la gouvernance. Donc, en gros, et en plus, dernièrement, ce qu'on a constaté, c'est que le taux de croissance annuel de l'économie du sport est remarqué dans ces pays, dans les pays développés, elle est 2 fois supérieure à celle du PIB mondial. En gros, si le PIB mondial augmente de 5%, en fait, l'augmentation, le taux de croissance annuel de l'économie du sport augmenterait de 10 à 15%. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que dans ce modèle-là, le plus important, bien évidemment, étant l'investissement. Mais au-delà de l'investissement, il y a ce qu'on appelle l'organisation et la gouvernance. Donc, forcément, qui parle d'organisation et qui parle de gouvernance, ça veut dire qu'on parle de management. Management des entreprises ou des structures qui produisent ce produit sportif. Donc, le management sportif a pris sa dimension importante dont vous avez parlé dans votre introduction parce que le marché l'exige, parce que l'économie l'exige, parce qu'aujourd'hui, des clubs de sport, de football ou autres, sont cotés en bourse, parce qu'aujourd'hui, la manne financière qui vient, les emplois qui sont créés dans le domaine sportif sont de plus en plus importants. Donc, ils représentent encore beaucoup plus au niveau mondial. Preuve à cela, ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que je vous ai donné comme chiffres, bien évidemment, ne sont pas updatés par rapport à la situation actuelle. On est bien d'accord parce qu'effectivement, c'est une situation qui est toute nouvelle. Mais juste une observation. Regardons comment les économies européennes, qui sont juste à côté, se sont comportées avec l'arrêt ou non d'activités sportives. D'activités sportives liées à des championnats. Essentiellement, je parle de football. Ben, effectivement, aujourd'hui, la plupart des grands pays de football, ben, ils sont en train de reprendre pour des raisons plus économiques et beaucoup plus économiques. Parce que, juste un chiffre, si la Liga arrête le championnat, c'est pas moins de 700 millions d'euros de droits télé. Ils vont être supprimés, ils vont partir en fumée et que, effectivement, vont pas aller dans les caisses de ces clubs de football. Bon, ce qui implique, en fait, moins de performance. Bon, après, relation argent-performance, elle est approuvée, mais elle existe quand même. C'est-à-dire moins de joueurs de haut niveau, moins d'investissement dans les infrastructures, moins d'investissement dans la formation, etc., etc. Donc, d'un point de vue macroéconomique, vous voyez que les chiffres d'avant et l'actualité, l'observation, l'empirique, nous donnent cette certitude que l'économie du sport requiert un management spécifique, qui est management sportif. Voilà, donc, monsieur Hachoui, vous avez donné une idée globale concernant le management sportif ayant une importance à l'échelle internationale. Mais au Maroc, on est où exactement? Écoutez, très sincèrement, on est en train de construire une très belle chose. L'édifice est en train de prendre forme. Grâce très sincèrement à tout ce que d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue du management et d'un point de vue des investissements a été mis en œuvre depuis maintenant à peu près 5-6 ans. Et l'avènement et l'arrivée du président Fawzi Rja qui a impulsé une nouvelle dynamique. Et puis bien avant lui, bien évidemment, c'est Ali Fassiferi qui, lui, de son côté, a impulsé une remise en question institutionnelle. La loi 3009, ça date de 2009-2010, donc c'est une loi très importante pour le sport et pour les clubs sportifs. Et puis par la suite, la fédération a vu beaucoup de textes changer à partir de 2010-2011. Et puis la poursuite s'est faite à partir de 2014-2015, où effectivement, on a considéré, on a compris que tout passait par les institutions et par l'investissement. Ça arrive, mais c'est vraiment la réalité. Alors je m'explique.
Je commence par l'investissement. L'investissement a pris une part importante parce qu'on a compris que pour permettre l'éclosion de joueurs, pour permettre la possibilité effectivement de pouvoir produire, disons, une qualité de joueurs et puis de la performance, ben, il faut investir. Il faut investir dans des centres de formation, il faut investir dans des clubs, il faut investir dans des infrastructures. Ce qui manquait beaucoup au Maroc pendant très très longtemps. Donc ça, sur ce côté-là de l'investissement, c'est très important. Et puis d'un point de vue toujours financier, puis je quitterai ce côté financier juste après, c'est qu'il y a eu beaucoup de soutien au club. Ce soutien a été sur les aspects de la formation, sur les aspects de l'investissement également, c'est-à-dire il y avait une aide quand il y avait un club qui mettait en œuvre tout pour pouvoir avoir, par exemple, un centre de formation. Et même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, une somme d'argent relativement importante est versée aux clubs qui sont performants en termes de formation. Ils ont un centre de formation qui fonctionne, avec des formateurs agréés. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui aident effectivement à la performance. Donc ça, d'un point de vue financier. D'un point de vue institutionnel, bien, je vais être un petit peu barbare, mais bon, et quand on parle d'institution, on parle de loi. Et quand on parle de loi, ben c'est un petit peu rude, mais il faut en parler quand même. Hein. En gros, la loi 3009 a été, c'était le fruit des assises et de la lettre royale de 2008. Les assises sur le sport, qui était à Strérat dans le temps 2008, ça fait quand même 12 ans. Et ça a produit cette loi. Cette loi permet, bien évidemment, une meilleure qualité de gestion et de management sportif au Maroc. Et donc, les textes d'application ont un petit peu tardé. Ils ont vu le jour que dernièrement. Et que ces textes d'application ont vu le jour. Et puis, leur application sur les clubs à partir d'il y a à peu près 2 ans. Où, au fait, on a commencé à mettre en œuvre tous les éléments pour permettre aux clubs de se transformer en société anonyme. Société anonyme à caractère sportif. Passer de l'association à la société anonyme. C'est un passage extrêmement important. C'est un passage éminemment délicat. Et on est en train de le faire cette année sous l'impulsion de la Fédération royale marocaine de football. Voilà où on en est par rapport à la construction de cette économie du sport qui, petit à petit, grâce au travail de la présidence de la fédération, on est en train d'arriver à passez-moi l'expression, je suis économiste, donc forcément on ne peut pas disons, changer de peau assez rapidement, mais en gros, on est en train de rendre légal, en quelque sorte, rendre le sport dans un domaine un petit peu plus structuré et qui permettra de créer de la valeur ajoutée et des emplois d'une manière structurée et bénéfique pour l'économie. Voilà un petit peu le schéma par rapport au Maroc. Je crois qu'on rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure à travers d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle des métiers de management sportif, les métiers de sport business, ça fait rêver. Ben, on parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de business, beaucoup d'agents de joueurs. Mais au fond et en réalité, le sport business, ce n'est pas forcément cela. Est-ce qu'il y a des débouchés réels et qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui au métier de sport? Premièrement, le métier du sport et puis le sport business. Premièrement, quand on parle de business, allons sur la base. Le business, il a trait qu'il y a une activité économique qui va permettre une création de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est soit financière et ou sociale, c'est-à-dire créer des emplois, créer une émulation sociale, permettre effectivement à la jeunesse d'avoir une occupation et d'avoir des débouchés par rapport à son occupation. Alors le sport business est spécifiquement un domaine dans lequel je dirais que la création de valeur pour le moment au Maroc, la création de valeur ajoutée financière, la création de valeur ajoutée sociale, c'est du 50-50. C'est moitié-moitié. Et c'est extrêmement important de comprendre que ça rentre dans le cadre et dans le carcan de quelque chose qui est très simple, qui est la structuration du domaine et
des métiers du sport. Alors les métiers du sport, bien évidemment, il y a les métiers des sportifs, il y a les métiers du management. Disons la règle d'or à ce niveau-là, c'est quoi? Ben, c'est de séparer les deux. Celui qui est sur le terrain n'est pas celui qui est dans les bureaux. Et donc forcément, c'est par cette voie-là qu'on arrive à créer une valeur ajoutée financière qui va être investie de telle manière à avoir une valeur ajoutée sociale. Après, je vous parlerai un petit peu plus de mon club, mais là, je suis dans les généralités. Voilà, donc, puisque on va parler de votre club, puisque vous chapeautez un des meilleurs clubs au Maroc, surtout côté gestion. Donc, votre club connaît régulièrement une stabilité financière et technique. Et presque l'ensemble des projets que vous lancez connaissent toujours une réussite. Est-ce qu'il y a un secret derrière cette bonne gestion et cette bonne et excellente gouvernance? Écoutez, c'est pas question d'avoir des secrets, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, notre mue et disons, notre réflexion, la manière avec laquelle on a démarré ce projet de FUS, c'était avec des transformations institutionnelles. C'était déjà en 2008 où les fondateurs de ce club-là avaient vu en ce club, premièrement et avant toute chose, un projet social pour la ville de Rabat. Et par la suite, effectivement, ça s'est transformé. Et puis le projet social ne concernait pas que le football. Il concernait le football, mais il concernait beaucoup d'autres sports, comme tous les sports de main, le basketball, le handball, le volleyball, le rugby, le badminton, la gymnastique. On est l'un des premiers clubs au Maroc de gymnastique avec d'autres clubs au Maroc, tels que les clubs de Khalifa, par exemple, de Marrakech également. C'est-à-dire, au fait, l'objectif pour nous étant de ne pas être que dans un sport, mais d'être un club omnisport. La décision a été prise il y a exactement 12 ans, en 2008. 2007-2008, on a pris cette décision d'aller vers un club omnisport. Et donc, on a transformé les textes du club pour qu'il n'y ait pas des associations pour chacune des sections, c'est-à-dire l'association sportive pour le basket, pour le hand, etc., etc., où on a créé une seule association. Et cette association, c'est l'association avec un comité directeur, ça s'appelle l'association Fès Union Sport, où nous avons, on ne va pas parler de filiales, mais nous avons des sections. Et ces sections sont aujourd'hui de l'ordre de 11, d'accord, et qui sont reliées directement à ce comité directeur. Et moi-même, donc, je suis secrétaire général de ce comité directeur et également, je suis président délégué de la section football. Donc, disons, le processus a commencé par, premièrement et avant toute chose, un processus industriel, un processus, institutionnel. Par la suite, on passe à un processus plutôt industriel. Ma pensée, ma bouche a précédé ma pensée. Mais effectivement, le processus industriel est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait construire les moyens de production pour produire ce sport de haut niveau. Quand on arrive dans un club, premièrement, on regarde, bon, très bien. Il y a bien évidemment l'image de marque du club. On est tous le FUS, grand club de Rabat, historique, 1946, la résistance. Je veux dire, les grands noms qui sont passés dedans, effectivement, tous ces éléments-là. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les moyens avec lesquels nous allons pouvoir produire des sportifs de haut niveau. Produire du spectacle, produire des titres. Donc tout cela, quand on est arrivé en 2000, on a vu qu'on avait un petit peu pas grand-chose. C'était les moyens du bord, c'est-à-dire effectivement il y avait un terrain, il y avait trois salles ou 4 salles couvertes, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons démarré avec de l'investissement dans l'infrastructure. Voilà, le mot-clé, c'est l'infrastructure, l'investissement dans l'infrastructure. Et à partir de là, nous avons recentré notre activité sur cet investissement. Nous avons mis en place une académie, nous avons mis en place un centre, un cœur de vie du club qui est devenu Moulay El Hassan. Nous avons gardé le centre historique du stade du FUS qui est sur l'avenue de la Victoire. Nous avons gardé Temges, nous avons gardé tous les éléments qui sont constitutifs d'un point de vue moral du FUS.
et on les a réhabilités. En plus, on a rajouté des choses pour permettre, bien évidemment, une meilleure production de sportifs de haut niveau. Quand je parle du cœur de vie ou le cœur battant du club au niveau du stade Moulay El Hassan, je parle du stade où on reçoit, et également je parle d'une piscine olympique qui produit aujourd'hui des nageurs de haut niveau. Je parle d'un tatami de judo qui produit également des judokas de haut niveau. Je parle d'une salle de tennis de table qui produit également des champions du Maroc. Et également, il y a l'athlétisme qui également est assuré au niveau de ce stade-là et qui permet également de produire des athlètes de haut niveau. Donc, en plus d'une salle couverte supplémentaire qui permet de garder le lien et garder le niveau qui est connu par rapport à des sports de main tels que le basketball, qui a le record effectivement en termes de championnat du Maroc, et également le volleyball et le handball. Donc, dans ce sens-là, le mot-clé, c'était premièrement un ancrage historique, en prenant en considération l'institution, et puis deuxièmement, l'investissement dans l'infrastructure. Et puis par la suite, vient la stratégie sportive, parce que là, il y a l'infrastructure. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, de belles histoires à raconter à partir de 2010, on va dire, où on a eu un petit peu le coup de pouce qui nous a donné la volonté d'aller encore plus loin, c'est de gagner la Coupe de la CAF en 2010 avec une Coupe du Trône, d'accord, avec mon ami Hossein Amouta, que je salue au passage, et les grands joueurs tels que le Haj Shrifa, Zetouni, Chafer, tous ces gens-là qui ont façonné cette période-là. Et puis par la suite, l'arrivée de Sijam Eslami qui nous a aidé à mettre en place une structure de formation. Et que par la suite, après le départ de Jamal, il y a eu l'arrivée de Walid, et puis Walid El-Gragui. Donc vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire. Une Coupe du Trône en 2014, un championnat en 2016, le premier d'ailleurs de l'histoire du FUS en 70 ans. C'était un beau cadeau pour l'ensemble des FUSistes et des Herbatites que de leur donner le championnat à la 70e anniversaire du FUS, donc c'était quand même important. Et puis, je passe quelques demi-finales de Coupe de la CAF, des finales de Coupe du Trône, etc., etc. Donc, tout cela a fait que finalement, on arrive, c'est à une construction qui se faisait petit à petit, mais la base étant l'institutionnel et l'investissement. Voilà, donc on va arriver au résultat que vous avez réalisé suite à ce projet-là. Mais comme vous avez commencé ce projet-là, vous avez donné une grande importance, comme vous venez de dire, à l'infrastructure puisque c'est la base. Est-ce qu'il y a d'autres axes indispensables dans votre stratégie de gestion au sein du FUS depuis votre intégration? Le respect des spécialités des uns et des autres. Alors, premièrement, nous n'avions pas, ça peut-être c'est un avantage, nous n'avions pas la pression des résultats dès le démarrage. On avait la pression de bien faire ce qu'on faisait. Donc, comme j'ai dit, les institutions, mettre en place des institutions et par la suite l'investissement. Mais après, aujourd'hui, on a un peu la pression, on ne va pas dire des résultats, mais de la performance sportive. La performance sportive est extrêmement importante, c'est-à-dire aujourd'hui, on a de quoi construire des futurs champions, de quoi construire des joueurs qui iront en Europe, de quoi avoir, je ne parle pas des autres sports, je parle que du football parce que les autres sports, je prendrais beaucoup plus de temps, mais en tout cas pour le football, où j'assure la présidence déléguée, donc sur ce volet-là, il fallait absolument être en mesure de pouvoir commencer à produire, commencer à se dire qu'il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4 joueurs qui sortent de chez nous et qui partent en Europe et qui montrent le visage d'un club formateur. Et aujourd'hui, on en est fiers d'un Efegred qui est à Dijon, qui est passé à l'Académie Mohamed VI et également chez nous. Et à la fin, il a fini sa formation chez nous. On est fiers d'un Badr Boulhoud qui est aujourd'hui à Malaga, qui est passé exclusivement chez nous. Et donc, forcément, on est fiers d'un Youssoufa qui est aujourd'hui à Boavista au Portugal et qui est également passé chez nous. Donc, en tant que formation, j'entends bien, c'est un grand bien de nationalité. Donc,
tous ces éléments font que, bah, au-delà, je ne parle pas des Batna qui sont partis, de Morad qui est parti au Golfe, je ne parle pas de Serden qui est parti en Turquie et aujourd'hui au Golfe. Donc, on arrive, tant bien que mal, à arriver à cette performance sportive. Alors là, votre question, c'est comment? Ben, au fait, je vais vous dire très sincèrement, je pense que, en tout cas, moi, en tant que président de la section football, j'ai l'intime conviction et j'ai la certitude, la vraie certitude, que même si je comprends dans un certain nombre d'éléments en football, c'est le technique qui prime. Je me suis interdit de donner mon avis. Je me suis interdit de m'insérer dans une décision qui est sportive. La décision sportive, elle est prise. La décision managériale est prise en conséquence de la décision sportive. Et si la décision sportive est mauvaise, je fais un retour vers celui qui a pris la décision sportive pour avoir des explications. Et si je les ai, c'est bien. Si je les ai pas, effectivement, on change le mode de prise de décision sportive. En gros, il faut qu'il y ait, je ne vais pas vous dire un mur de Berlin, parce que le mur de Berlin est tombé, mais je vais vous dire une muraille de Chine entre le manager sportif et celui qui est sur le terrain. Il faut qu'il y ait il faut que le manager ait cette capacité de pouvoir s'élever et de pouvoir prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir adapter ses positions et pouvoir aller de l'avant. Et avec le temps, croyez-moi, ça fait aujourd'hui à peu près 10 ans que je suis dans ce club, ça fait à peu près 6 ans que je suis président, et je peux vous dire très sincèrement qu'avec le temps, on commence à accumuler une certaine expérience et une certaine, enfin, j'appelle ça de la sédimentation d'expérience, la sédimentation de décision, où on prend en considération à chaque fois, on se dit, j'ai bien fait de pouvoir ne pas réagir sur le tas, ne pas prendre en considération que le côté sportif, que vraiment, c'est très important de pouvoir s'élever et se donner cette liberté de réfléchir au-delà des aspects liés aux résultats ou autres. Et puis je pense, sans pour autant rentrer dans les détails de l'histoire de mon club, par rapport à ces dernières années, ou ces 2 dernières années, où on a passé des moments un petit peu difficiles, le management du club a démontré sa capacité de pouvoir garder les pieds sur terre. Peut-être la tête dans les étoiles, parce que quand on est dans ce domaine-là, il faut être un peu rêveur. Il faut être un peu rêveur, mais ambitieux et puis surtout réaliste, mais rêveur quand même, parce qu'il faut se donner cette capacité de pouvoir créer des choses, d'accord? Mais garder les pieds sur terre. Voilà, c'est bien. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez parlé de la stabilité technique. Donc, vous, votre club, parmi les rares clubs que l'entraîneur dépasse 2-3 ans, prenons plusieurs exemples de Al-Mouta, comme vous avez dit, de Silami et Walid dernièrement. Cette stabilité technique avec une bonne gestion ont donné des résultats intéressants entre 2014 et 2017. Donc, vous étiez champion du Maroc en 2016, vainqueur de la Coupe des Trônes en 2014, finaliste en 2015, demi-finaliste de la Coupe de la CAF en 2017. Par contre, après 2017, nous avons remarqué que l'équipe joue uniquement pour assurer une place au milieu de tableau. Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça? D'orientation globale, de politique générale, de stratégie. Donc quand je dis politique, c'est stratégie, on est bien d'accord. Et également peut-être de choix sportifs qui peut-être n'étaient pas opportuns à un moment donné, mais on se prend tous, hein, on est bien d'accord. Comme j'ai dit, ça reste des choix sportifs. Donc le management suit le sportif et le sportif suit le management, parce que en fin d'année, quand on donne un budget de recrutement à un entraîneur, c'est un budget de recrutement, c'est-à-dire il faut pas qu'il le dépasse dans la lignée. Alors ce dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'un peu l'un des secrets, ou je dirais même pas le secret, mais disons l'un des points importants qui nous permet de maintenir cette place-là de club référence, c'est l'équilibre financier. L'équilibre financier est extrêmement important. Donc, nous avons une politique de recrutement de joueurs qui est différente des autres clubs. Et pour
cause parce que nous avons un centre de formation. Donc, cela explique ceci. Tout simplement, les résultats qu'on a vus ces dernières années sont le fruit d'une orientation qui est orientation vers une équipe jeune. Aujourd'hui, on a l'équipe la plus jeune de la Botola. Une équipe qui prend l'ensemble de ces éléments du centre de formation. Donc, il est important que ce centre de formation puisse produire. Et donc, forcément, je me plie à ce risque-là de prendre des joueurs qui n'ont pas l'expérience de joueurs très expérimentés. Donc, forcément, je peux très, très bien me retrouver dans une situation pareille. Mais je pense que on a passé peut-être une année et demie un petit peu difficile. La reprise cette année, depuis à peu près début de l'année, depuis octobre, bien avant, comme quoi effectivement la continuité elle est là, bien avant le départ de Walid. C'est-à-dire qu'effectivement les choses ont pris forme, on commençait à avoir un peu plus de performance parce qu'on commençait plus à ancrer notre jeu. Et puis, bon, très sincèrement, sportivement parlant, les années d'avant, nous avons fait des très mauvais choix de recrutement qui sont partagés entre le sportif et le management, bien évidemment. Parce que quand on donne un budget, encore une fois, c'est qu'il faut respecter un budget. Et puis voilà, c'est-à-dire en gros, rien n'a changé depuis, on est bien d'accord. Mais ça fait partie des aléas de la gestion du management sportif. C'est-à-dire en gros, on peut très bien faire de bons choix, prendre un joueur à 0 dirham, mais 6 mois après, ce joueur-là explose, et puis un an après, ou un an et demi, ou 2 ans après, on arrive à le revendre à 1 million et demi d'euros. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver, comme il peut y avoir le contraire. Donc, il faut accepter les deux. On est bien évidemment sensible, c'est-à-dire en gros, on regarde ce qui se passe, on capitalise surtout sur notre expérience, sur nos fautes, et on essaie d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas cette année en démarrant. Nous avons été un petit peu plus pointus sur les recrutements par rapport à ce qu'on avait besoin. Et là, je pense qu'on avait démarré avant le confinement. C'est-à-dire l'équipe commençait à prendre forme, à mieux livrer ses matchs. D'ailleurs, on est au-delà du classement, parce qu'il n'est pas forcément, ne signifie rien du tout compte tenu de beaucoup de choses, surtout des matchs en retard, mais en tout cas, 35 points à la 20e journée, je pense qu'on n'a pas fait une telle performance depuis 2016 ou 2015. Donc forcément, on commence à retrouver de belles sensations où effectivement, il y a du répondant, et puis tout ça toujours dans une continuité en termes de management sportif, c'est-à-dire le départ de Walid en gagner. Après le départ de Walid, effectivement, si c'est pas critique, je salue son courage d'avoir évidemment repris cette équipe en cours de route, et puis très sincèrement avec beaucoup de disons d'aisance et de comment dire, c'est-à-dire il a vraiment pris beaucoup il a été à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Par rapport à ce qu'il a produit. Très sincèrement, on a produit, je pense, depuis qu'il a pris l'équipe, on a eu une seule défaite à Tanger, et puis après, effectivement, il y a eu le confinement qui a arrêté tout ça. Mais en tout cas, la performance sportive, elle est toujours reliée à beaucoup de choses. Et puis, ce que la plupart des gens ne savent pas également, c'est que au-delà de ces éléments-là, c'est que quand on parlait de l'équipe première qui avait des résultats qui n'étaient pas très très bonnes, on avait quand même une équipe espoir qui était championne de sa catégorie, et surtout une équipe espoir qui est montée en amateur 2. Aujourd'hui, on a une équipe espoir des moins de 23 ans qui joue en amateur 2 avec des équipes qui sont adultes, et qui a été champion de l'amateur 2 de sa région, et qui est monté en amateur 1, et qu'aujourd'hui, en première division amateur, l'équipe espoir est deuxième. Ce qu'on oublie également, c'est qu'on a à peu près pratiquement 41 joueurs, toutes catégories confondues, qui sont dans les équipes, dans les différentes catégories des équipes nationales.
Donc, ça veut dire tout simplement que le projet est en cours, que les choses se mettent en place petit à petit. Et puis, le plus important quand on fait du management sportif, c'est le côté holiste, global, général qu'on peut avoir quand on gère le sport. Il ne faut pas voir que l'équipe première. L'équipe première, certes, c'est une vitrine. Il faut qu'elle soit la meilleure possible, bien évidemment, compte tenu de nos moyens, d'accord? Mais au-delà de ça, derrière, ces deux dernières années où les résultats n'étaient pas très très bons, en fait, les jeunes ont explosé. Il y avait de très très bons produits de jeunes et que même aujourd'hui, nous avons, comme je vous ai dit, l'équipe la plus jeune et puis nous avons le taux d'intégration des jeunes qui viennent de notre académie le plus important du pays. Voilà, donc merci beaucoup, M. Réjoui, pour toutes ces explications. Donc, on a parlé d'une manière globale concernant la bonne gouvernance de votre équipe. On passe à notre deuxième volet de notre conférence, puisque vous chapeautez ou bien vous avez une deuxième responsabilité au sein de la Fédération royale marocaine de foot. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Le football marocain est-il solide dans les méthodes et les techniques de management modernes? Entendu, je vous ai perdu un moment. Oui, donc je vous ai dit, donc on a parlé d'une manière globale de la bonne J'ai gestion de entendu la votre question, équipe. c'est juste la dernière question que j'ai pas entendue. Voilà, le football marocain, est-ce qu'on peut dire, est-il solide dans les méthodes et les techniques de management modernes? Ah, complètement. Complètement. Pourquoi? Quelle raison? On est bien soluble dans les techniques de management de n'importe quelle société. On a des multinationales qui viennent s'installer chez nous, on a des avionneurs qui viennent s'installer chez nous dans nos zones d'activité, on a des technologies de pointe qui viennent s'installer chez nous et on ne pourra pas, nous, en tant que manager sportif, pouvoir faire le nécessaire. Non, je pense qu'on est tout à fait apte. Il y a des préalables. Les préalables sont en train de se mettre en place. Je vous ai dit tout à l'heure l'excellent travail qui est fait à la fédération par le président, le comité directeur, mais l'impulsion du président, elle est importante. C'est très important de comprendre que aujourd'hui, l'impulsion institutionnelle, elle est très très forte. Il y a de la résistance, c'est normal. C'est tout à fait normal en face d'une association et une société anonyme. Bien évidemment, l'association ne se gère pas de la même manière, mais on passe vraiment, je dirais pas mais vraiment à quelque chose qui est plus clair et plus limpide. D'accord? Donc, par rapport à ça, il est important de comprendre que le cadre marocain, le manager marocain, le président du club marocain, le dirigeant du club de football marocain est tout à fait apte à pouvoir gérer avec les méthodes modernes. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous avons une élite qui est là à la tête d'un certain nombre de clubs et qui produit et qu'on voit aujourd'hui la réalité. Maintenant, le préalable, je le dis, je le répète, c'est vraiment c'est pour ça qu'effectivement, je me joins au président Lorcha par rapport à cette transformation institutionnelle qui est importante, qui est nécessaire et qui est inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est plus possible. Aujourd'hui, il y a des pays dans notre continent qui ne sont pas si loin que ça et qui ont des sociétés anonymes qui gèrent leur club. Pourquoi pas nous? Et c'est très important d'avoir cette transparence, cette confiance et cette gouvernance pour pouvoir produire de la valeur ajoutée économique et sociale autour de nos clubs. Et le cadre marocain est tout à fait, le dirigeant marocain est tout à fait apte à pouvoir suivre cette évolution. Je suis catégorique à ce niveau-là, je les côtoie chaque jour, très sincèrement. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, j'ai complètement confiance. Voilà, donc parlons toujours de la fédération. Donc, notre fédération royale marocaine de foot a mis en place un projet de transformation des clubs de la Boutola en société sportive. On est où exactement dans ce projet, Monsieur Réjoui? Écoutez, c'est imminent. C'est imminent, c'est-à-dire, bon, il y a cette phase du Covid qui nous a quand même un petit peu freiné, pour être très sincère. Ça a freiné beaucoup de choses d'ailleurs.
ce qui est normal, hein, je veux dire, Allah يخرجنا من la crise, de la pandémie, Inch'Allah, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a quand même marqué notre pays, marqué le monde en général. C'est imminent, c'est-à-dire il y a des dates qui sont lancées, la plupart des clubs sont prêts, il y a quelques petits détails encore institutionnels qui sont en train d'être réglés. Pratiquement, je pense que tous les clubs sont conformes, leurs statuts sont conformes aux statuts édictés par la loi 3009. Je parle vraiment pour les clubs de D1, D2 également, je crois que c'est la moitié ou un peu plus. Sur la partie toujours institutionnelle, la plupart des clubs ont fait valider et approuver leur statut de la future société anonyme par le ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, parce que ça s'appelle comme ça maintenant. Et puis, ce qui reste un peu en suspens, il me semble, c'est la partie convention, parce qu'il faut qu'il y ait une convention entre la société anonyme et l'association sportive, entre autres, pour le transfert des actifs, etc., sans entrer dans les détails techniques. La fédération a tout mis en place, et très sincèrement, tout a été mis d'un point de vue technique et pédagogique. C'est Talber Abdelaziz, qui est donc président de la direction de contrôle de gestion des clubs, avec Hassan Filali, que je salue tous les deux, qui travaillent sur ce sujet-là. Et tous les clubs sont accompagnés gracieusement par des cabinets spécialisés. Donc, on ne peut pas faire plus que ça, très sincèrement, et nous voulons vraiment tenir ce délai que l'année prochaine, on puisse démarrer avec, Inch'Allah, une Botola où la majorité, je dirais tous les clubs seraient, Inch'Allah, des sociétés anonymes. Pourquoi? Encore une fois, je dis, c'est le triptyque de la réussite du management sportif. C'est la confiance, c'est la transparence et c'est la gouvernance. Voilà. Et quand on voit ce triptyque, ben, au fait, il va de pair avec la création d'une société anonyme à caractère sportif. Monsieur Hajbi, est-ce qu'il y aura une obligation de votre côté? Par exemple, s'il y a des équipes qui ne sont pas capables d'avoir une stabilité, une bonne gestion, d'aller créer des sociétés sportives, est-ce qu'il y aura des sanctions dans ce sens? On est dans une démarche pédagogique. On est dans une démarche qui est, disons, step by step, petit à petit. Je pense qu'on y arrivera tous ensemble. La question, c'est de dire quand, mais en tout cas, quand, c'est-à-dire on veut que ça soit le plus rapidement possible. Quand je vous dis qu'il y a une direction qui s'occupe que de ça, avec franchement des imminences à leur tête, comme Nasser Abdelaziz, Talbi, tout le monde le connaît, un ex-ministre du ministère des Finances qui a tellement géré de choses, et puis surtout que chaque club est accompagné avec un cabinet spécialisé qui permet au club de d'élaguer toutes les questions qui sont autour des craintes, autour d'un certain nombre de questions qui peuvent être posées. Mais en tout cas, l'objectif n'étant pas la coercition, mais l'adhésion. Hein, on est bien d'accord, parce qu'on est tous sur le même bateau. On ne va pas rejeter les gens du bateau, c'est pas possible. On a besoin de tout le monde. Là, disons, le chemin vers cette valeur ajoutée qu'on veut créer dans le sport au Maroc, dans l'économie du sport, elle passe chez tout le monde. Pardon, chez tous les clubs. Donc il est extrêmement important de comprendre que l'objectif est d'amener tout ce beau monde vers des institutions stables, parce que ça a donné de bons résultats de par ailleurs. Voilà. Voilà, donc Monsieur le Président, vous avez parlé de l'association actuelle de Covid-19. On sait très bien qu'il y avait un arrêt de championnat dans plusieurs pays. Quelques pays, ils ont repris, d'autres pays, ils ont arrêté, ils ont désigné le champion selon un ensemble de critères. Ici au Maroc, vous êtes désigné à l'unanimité par les membres du bureau fédéral. Vous avez une mission délicate de trouver une solution pour la reprise du championnat en pleine crise de la pandémie Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette responsabilité? Vous êtes où exactement?
Disons que la responsabilité est un petit peu différente de ce que vous avez, enfin différente non, mais en termes d'importance par rapport à ce que vous avez dit. Non, premièrement, ce qu'on m'a demandé de faire, je précise parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur cette commission. Monsieur le Président m'a demandé de coordonner entre deux corps, trois corps de décision. Premier corps de décision, c'est le corps médical. D'accord. Deuxième corps de décision, c'est le corps un peu des professionnels du football, dire un peu les présidents, les gens qui font le football. Hein. Le troisième corps, c'est les organisateurs, donc la ligue professionnelle. D'accord. Alors, entre ces trois corps, effectivement, c'était un peu délicat de pouvoir se mettre d'accord sur deux questions qui ont été posées par M. le Président et pour lesquelles il fallait qu'on donne des pistes de réponse. Je dis bien des pistes de réponse. Deux questions. Bon, je dirais trois. Allez, on va être gentil. Première question, quels sont les préalables sanitaires à une reprise? Quels sont les préalables sanitaires à une reprise? Deuxième question, quels sont les préalables logistiques à une reprise? Et enfin, vous devinez la troisième question, quels sont les préalables organisationnels à une reprise? Donc, forcément, très sincèrement, c'était une commission purement technique qui n'avait pas vocation à donner des réponses fermes sur le oui ou le non. En gros, il fallait rassembler tout ce beau monde. C'était délicat, pour être sincère avec vous. Mais c'est toujours passionnant. Quand c'est délicat, c'est passionnant. Je pense que vous comprenez que c'est un personnage où j'aime bien les choses qui sont un peu compliquées des fois pour essayer de résoudre des problèmes. En tout cas, c'était intéressant de faire rencontrer ces trois corps de métier et d'essayer de les mettre d'accord sur ces préalables sanitaires, logistiques et organisationnels. Je pense que j'ai fourni mon rapport ça fait 3 semaines, à peu près 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines à Monsieur le Président en présentation. Ça a été apprécié, je pense. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, les décisions vont être prises sur la base des réflexions qui ont été faites par ces techniciens. Donc, c'est une commission purement technique qui a donné un avis sur un certain nombre de préalables qui peuvent éventuellement nous permettre éventuellement de reprendre. Voilà tout simplement ce qui m'a été demandé de faire. C'était pas simple, je vous l'accorde, très sincèrement, parce que vous savez, en pleine crise de Corona, même aujourd'hui, oh Dieu merci, aujourd'hui on a des signes extrêmement positifs parce que, alhamdoulilah, grâce aux décisions qui ont été prises, grâce à cette dynamique qui est celle d'un souverain et d'un peuple, on est arrivé à des choses extraordinaires que d'autres pays n'ont pas pu atteindre. Alhamdoulilah, parce qu'effectivement, on est vraiment dans une situation où, alhamdoulilah, les choses sont de jour en jour positives. Donc, c'est quand même. Mais dans le temps, il fallait voir que, en plus, très sincèrement, quand on a ce raisonnement, c'est un raisonnement qui doit être éminemment humain. C'est-à-dire, en gros, c'est comme on fait les décideurs de ce pays le premier jour quand ils ont pensé au confinement. C'est-à-dire, on a réfléchi premièrement à l'être humain, au citoyen marocain. Et c'était la même chose. C'est-à-dire, cette manière-là, j'ai demandé à mes collègues de réfléchir et de donner chacun d'eux une image, un scénario. Et on a rapproché les scénarios et nous avons livré un certain nombre de préalables à M. le Président Fawzi Rouja, et qu'effectivement, évidemment, la décision va être prise à un moment donné, parce qu'après tout, cette histoire de reprise ou pas reprise, vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je suis convaincu que le jour où on nous a demandé d'arrêter le football, c'était un vendredi 13, au soir, on a reçu la notification du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé nous disant que tout entraînement, toute activité physique, que ce soit individuelle
ou collective n'est pas permise compte tenu de la situation sanitaire, ben c'est cette autorité-là qui est aujourd'hui capable d'orienter et de donner. Mais en tout cas, au niveau de la fédération, je pense que la réflexion est là et les bases de la réflexion sont là. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette explication. Et après coronavirus, est-ce que vous comptez qu'il y aura un nouveau mode de gestion sportive? Et oui, ça c'est une bonne question. Malheureusement, c'est mal, je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir vous répondre d'une manière sincère et claire. Et puis, tout ça, j'imagine, c'est enregistré. Donc, si je dis quelque chose, ça peut être retourné contre moi à un moment donné si je dis une orientation. Mais c'est pas de mes habitudes de me débiner, de ne pas répondre aux questions. Je pense que le monde a changé. Je pense que la manière avec laquelle, en tout cas, avec laquelle on a vécu ces 3 derniers mois, nous ont permis d'apprécier en fait la vie et d'apprécier des choses qu'on n'arrivait pas à apprécier avant. Je pense que quand tout rentrera dans l'ordre, il faudra qu'on pense à ces moments-là, premièrement, et que de cette manière-là, on aura un rapport par rapport à notre terre, un rapport par rapport à l'humain. Je parle de la terre et de l'humain parce qu'effectivement, l'humain est extrêmement important dans ce qu'on fait en termes de management sportif, qui est complètement différent. Vous savez, le sport, et puis spécifiquement le football, contient en son sein tout ce qui est interdit dans le cadre de la prévention contre cette pandémie. C'est un sport de contact, c'est un sport de fête, c'est-à-dire que les gens doivent se voir entre eux, font la fête entre eux lors d'un match de football. C'est un lieu de sociabilisation extraordinaire et les joueurs, en fait, il y a beaucoup de contacts et puis le contact est tout simplement prohibé dans quand il y a ce genre de pandémie. Je pense que, disons que ça n'engage que moi, mais en tout cas à titre personnel, je pense que l'intelligence humaine a démontré le long de l'existence. Vous savez, quand il y a un siècle, il y avait la grippe espagnole en 1918 jusqu'à 1920. Et je regardais l'autre jour, j'étais en train de lire des choses concernant la manière avec laquelle la grippe espagnole était vécue. C'était à la sortie de la Première Guerre mondiale, une planète ravagée par la guerre, ravagée par des conflits. Et puis l'être humain a pu s'en sortir. C'est-à-dire, en gros, on a eu l'intelligence, l'être humain a eu l'intelligence de pouvoir trouver des solutions. Je pense qu'in fine, on trouvera des solutions parce que nous avons cette intelligence, cette capacité de pouvoir surpasser les difficultés. Et sincèrement, il y a beaucoup d'équivalences. Franchement, je me suis amusé à lire beaucoup de choses sur cette grippe espagnole. Les personnes se comportaient également de la même manière. Il y avait du confinement, il y avait de la distanciation sociale, il y avait des masques. C'est pratiquement, sauf que ça a duré un peu plus longtemps parce que il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Les moyens d'échange ne sont pas les mêmes, donc forcément c'est complètement différent. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, arrêtez de philosopher. Je pense que l'avenir est prometteur, Inch'Allah. Je pense que les choses rentreront dans leur petit à petit. Il faut juste garder en tête une seule chose. Le plus important étant l'être humain. Le plus important étant protéger le citoyen marocain et protéger le Maroc. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on arrivera à tous sortir de cette situation-là d'une manière ou d'une autre. Voilà. Merci. Donc, on a fait le tour de manière générale concernant l'ensemble des points relatifs au management sportif. Et on arrive maintenant à la dernière partie de notre conférence débat. Donc, on va ouvrir le débat avec les auditrices et les auditeurs qui sont présents avec nous. Et j'ai récupéré, parce que malheureusement, on
on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc suite à la durée réservée pour notre café débat. Et j'ai pris comme première question la question de Hicham Harira, que je le remercie pour sa participation. Et il a posé comme question, est-ce qu'il y a un marché réel au Maroc pour les lauréats de management sportif? Ah oui, encore plus maintenant. Encore plus maintenant. Vous savez, très sincèrement, il y a véritablement une pénurie en termes de managers ou de cadres à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est en train de s'orienter, je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de s'orienter vers une institutionnalisation, voilà, du sport au Maroc, c'est-à-dire on va encore plus avoir d'institutions. Et à partir de ça, en fait, on a besoin de personnes qui gèrent ces institutions. Donc on en a besoin, on a toujours besoin, et encore plus maintenant. C'est-à-dire, spécifiquement, on a besoin de personnes avec une tête bien faite qui permet effectivement d'arriver à notre objectif de créer une valeur ajoutée économique et sociale, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, en fait, la réponse est oui, complètement oui. Voilà, donc j'ai une deuxième question de Monsieur Ala Mrani, que je remercie aussi pour sa participation. C'est un professeur à l'Institut des sciences de sport à cet acte, qui dit que FUS Gestion SA, donc c'est une question relative au FUS SA, était créé pour gérer les infrastructures des clubs. Et FUS Développement, ça a été créé pour mobiliser les ressources. Donc c'était un premier modèle adopté au Maroc, mais qui n'a pas duré. Ben, il demande pourquoi. J'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris la question. Alors, juste, alors c'est, si vous pouvez juste la relire, parce que ça s'est coupé à un moment donné. C'est hein. Donc, il a dit que FUS Gestion était créé pour gérer les infrastructures. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et FUS Développement était créé pour mobiliser les ressources. Donc, on parle d'un modèle à adopter, un modèle à suivre au Maroc. Par contre, il parle que cette stratégie n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement, enfin, c'est pas la question, ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire qu'au fait, on est parti dans un premier temps en termes de coût, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une construction au niveau de l'infrastructure. Donc c'était de l'investissement. Donc on n'avait pas forcément besoin de structure institutionnelle à ce niveau-là. Et puis, d'un autre côté, je répondrai très simplement à monsieur le professeur, que on ne peut pas être seul à avoir des institutions. À un moment donné, c'est très important parce que ça veut dire quoi une institution? Ça veut dire payer des impôts, ça veut dire payer des linéaires, ça veut dire faire des déclarations, ça veut dire tous ces éléments-là qui sont liés à une institution, qui est une société anonyme. On ne peut pas être les seuls à le faire. À un moment donné, en fait, le modèle, mais c'est pas qu'il a arrêté, il a joué, non. Mais il a été, alors passez-moi l'expression, postponé, retardé, relégué pour un petit peu attendre que les conditions sportives, institutionnelles du pays, qu'on ait la fédération qui nous suit, qu'on arrive à avoir effectivement un soutien. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est le soutien également du ministère, que ce soit le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, et puis également la fédération, mais le ministère aide beaucoup pour inciter les clubs à devenir de sociétés anonymes. C'est pas moins de 7 millions de dirhams qui vont être versés au club, qui en a déjà eu une partie, à peu près 2 millions quand le club, ses statuts sont conformes au statut de la loi 3009, et puis par la suite, viendra la suite. Donc, en fait, quand les conditions institutionnelles sont là, le projet prend forme. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, on est à la fin de notre conférence débat. Ça a été vraiment très, 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 très riche. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette excellente intervention, pour ce beau partage. Encore une fois, cher public, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et rester fidèle aux activités parapédagogiques organisées au sein de l'IGA. Je tiens à vous informer que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau webinaire. Vous voulez rajouter autre chose, Monsieur le Président? Un mot de fin peut-être? Très bien, oui, juste très sincèrement pour vous remercier de votre invitation, de votre gentillesse.
du débat. C'était intéressant pour moi de pouvoir partager parce que je suis convaincu que le partage fait partie de cette évolution qu'on peut avoir, cette évolution qui petit à petit devient une révolution. En tout cas, ravi d'avoir partagé avec vous et j'espère que j'ai pu convaincre les uns et les autres des bienfaits du management sportif, des bienfaits de l'économie des sports, et puis de convaincre les bâtis parmi vous de venir nous voir dans le stade. Parce qu'effectivement, ce qui manque le plus au club, c'est qu'il y a de très grands supporters, un peu partout à Rabat, et même ailleurs. Et malheureusement, ils se déplacent très peu au stade. Et donc, forcément, à chaque fois que j'ai une sortie presse, je le dis, je le répète, venez voir notre club, venez le soutenir dans la victoire et dans la défaite. Mais en tout cas, c'est un club de la capitale qui a une base historique importante, qui a des références managériales solides et qui, le long de ces dernières années, a démontré qu'il est capable d'être une référence et de rester une référence. Donc, vive le FUS. Merci, Monsieur le Président, encore une autre fois, et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.